quand vous voyez quelque chose d'un peu bizarre, il ne faut pas dire je le laisse tomber, ça doit être il doit y avoir une erreur. Approfondissez. Vous voyez quelque chose de bizarre, ne passez pas à côté. J'ai 4 vies parallèles, professionnelles. Je me limite au domaine professionnel. J'ai été enseignant et chercheur, effectivement. Puis j'ai eu le plaisir et la chance d'être invité par Pierre-Gilles Degène, qui était le directeur de l'école, à être le directeur scientifique de l'ESPCI. Ça a été 14 ans de bonheur. Inventeur, donc, et créateur d'entreprise. Donc, 4 vies parallèles. Et je veux vous montrer que ce chemin n'est pas du tout contradictoire, comme malheureusement souvent en France, il est présenté. Quand vous allez aux États-Unis, à Stanford, au MIT, Harvard, dans les grandes universités, il n'y a aucune objection à passer de la recherche fondamentale, et c'est elle qui conduit aux innovations de rupture, à l'application, à l'innovation et à l'industrie. Alors, la recherche, elle remonte aussi loin qu'on a des traces de l'homme. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, l'homme a cherché à comprendre le monde dans lequel il vit. On voit dans le domaine de l'électricité, par exemple, les Grecs et avant eux les Hébreux dans le monde occidental, les Chinois de leur côté. Dès qu'on a des traces d'écrits, on voit la réflexion scientifique apparaître, on voit comment l'individu a cherché à comprendre le monde, à l'expliquer et à partir de ces explications, à progresser d'une part dans la connaissance et à progresser dans les applications. Autrement dit, les applications ont constamment utilisé les dernières découvertes scientifiques. Et cette évolution, on est en plein dedans, vous voyez. Et je vais vous montrer que vous arrivez à un moment, pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi, bien sûr, mais les jeunes ont auront plus de temps pour bénéficier de ça. Vous arrivez à un moment où les progrès en physique, en chimie, en biologie, en informatique, en électronique, sont en train de tous converger. Il y a un siècle, on disait, la physique, la chimie sont deux représentations de la même nature. Il y a 30 ans, on disait, mais il faut rajouter la biologie, c'est la troisième composante de la description de notre monde. Tout ça est en train de fermenter et le rythme des découvertes est considérable. Et ces découvertes scientifiques, évidemment, elles ont des retombées pratiques parce qu'elles vont conduire à de nouveaux dispositifs, à de nouveaux procédés qui vont améliorer la vie quotidienne, améliorer notre santé, améliorer les conditions de vie. Vous voyez, il faut lutter contre cette idée que la science et le progrès, c'est catastrophique, c'était mieux avant. Regardez quelqu'un à 70 ans qui avait 70 ans il y a un siècle, regardez quelqu'un de 70 ans aujourd'hui, ça n'a rien à voir. La qualité de vie n'a rien à voir. Donc, ne nous laissons pas emprisonner par des obscurantismes qui disent c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux. Il y avait d'autres qualités, il y avait d'autres défauts, mais c'était pas mieux. Alors, comment passe-t-on de la recherche à l'innovation ? Déjà, quand vous voyez quelque chose d'un peu bizarre, il ne faut pas dire je le laisse tomber, il doit y avoir une erreur. Approfondissez. Vous voyez quelque chose de bizarre, ne passez pas à côté. Beaucoup de découvertes, beaucoup d'inventions ont été ratées parce que les gens avaient observé un phénomène curieux et ils ont pensé que c'était une erreur. Bon, peut-être que c'était une erreur, mais approfondissez. On a un célèbre chimiste français qui est passé à côté d'un prix Nobel dans le domaine des matériaux parce qu'il avait vu un effet, il a cru que c'était parasite. Je ne veux pas faire de peine en ne citant pas son nom, il a mal vécu quand même. Il avait le prix Nobel dans les mains et il l'a raté pour rien. Donc, vous voyez quelque chose d'un peu bizarre, approfondissez. Alors, si vous voyez que ça ne donne rien, ne persévérez pas éternellement. Mais si vous avez des doutes, jusqu'à ce que vous ayez une quasi-certitude que c'est accidentel, persévérez. Moi, j'ai eu plusieurs anecdotes dans ma vie comme ça. Une avec une de mes étudiantes qui, en stage, devait réaliser un transducteur ultrasonore. Quelque chose de très simple en utilisant un phénomène électrostatique. Et
Premier soir, elle arrive dans mon bureau, elle me dit « j'ai rien vu ». Je me suis dit « bon, bizarre, faut qu'elle apprenne, quoi ». Deuxième soir, elle arrive, elle me dit « j'ai toujours rien vu ». Je me suis dit « j'ai pas tiré le gros lot ». Troisième soir, je lui dis « je vais vous montrer ». Je suis descendu avec elle au laboratoire. Vous allez voir comment on extrait un signal du bruit. Et puis j'ai commencé à chercher, je voyais que du bruit. Et je sentais qu'elle était contente, elle. Ça allait dans le bon sens, l'histoire. Bon, j'étais un peu vexé. On a passé la nuit ensemble à travailler, je précise, travailler, et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Voilà. Eh bien, on s'est obstiné, on s'est battu avec l'instrumentation jusqu'à ce qu'on arrive à maîtriser quelque chose. Et à ce moment, on a compris qu'on était sur un super truc, on venait de faire une super découverte. On a travaillé pendant des mois. Et puis, on a réalisé que cette super découverte avait été faite un siècle plus tôt par un physicien, mathématicien anglais qui s'appelait Heaviside, qui allait son nom à une fonction très connue. Mais en un siècle, les matériaux avaient changé, la technologie avait changé, on avait appris à maîtriser ces matériaux et on a trouvé plein d'applications. Vous voyez comment on aurait dit « ce truc est bizarre, on laisse tomber », eh bien on serait passé à côté d'une mine d'applications. Dans votre poche, vous avez une chance sur deux, enfin depuis 2-3 ans, ce n'est plus vrai, mais tous les microphones de téléphone utilisaient ces matériaux et notre partenaire industriel avait 50% du marché mondial, c'est-à-dire qu'il y a 5-7 ans, il avait 500 millions de microphones par an en fabrication. Maintenant, dans vos smartphones, on est passé à une nouvelle technologie qui utilise ce qu'on appelle les MEMS, donc des dispositifs entièrement silicium, où le microphone est un dispositif entièrement intégré. Vous voyez comment on peut passer à côté d'une innovation qui, sans être révolutionnaire, est significative si on ne fait pas attention. Alors le brevet, c'est un outil, ça ne doit pas être un but. Parfois, vous avez des institutions, des organismes qui vous disent « il faut breveter, il faut breveter, il faut breveter ». Ce n'est pas un but, le brevet. Le brevet, c'est un moyen. C'est un moyen de quoi? D'abord, c'est un moyen de vous protéger. Vous avez fait une découverte, vous avez travaillé, vous avez passé du temps, vous avez fait des efforts. Vous allez réussir peut-être, peut-être pas, mais admettons que vous réussissiez. Et à ce moment, n'importe qui pourrait vous copier. Vous voyez que c'est fondamentalement injuste. Ce serait complètement anormal. Le brevet est là pour vous protéger. Il va vous permettre d'interdire la copie servile de votre découverte et de votre invention. Donc le brevet est un instrument très utile, d'abord pour vous protéger. Deuxièmement, si vous créez une start-up, parce que, pour des raisons diverses, vous pensez que c'est opportun, et on pourra en reparler, vous allez à un moment chercher des investisseurs, parce que ça coûte cher, vous allez devoir recruter quelqu'un, louer des locaux, acheter des équipements. Vous allez voir des gens en leur disant « mettez un peu d'argent chez moi », et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup. L'autre va vous dire « ok, combien vaut votre société ?» Elle n'a rien, votre société. Il y a vous, votre qualité, ce qui est déjà beaucoup, évidemment, mais qui est dur à chiffrer. Quand un industriel achète une usine, il évalue le prix de l'immobilier, le prix des machines, le prix des clients, tout ça. Vous n'avez rien de tout ça. Donc, quelle est la seule chose que vous pouvez montrer à un investisseur? C'est vos brevets et votre propriété industrielle. Donc, c'est extrêmement important d'en bâtir parce que, indépendamment du fait qu'elle va vous protéger contre d'éventuels gens qui tenteraient de vous copier, elle va vous permettre de convaincre des investisseurs qu'en pariant sur vous, ils ont fait le bon choix. Alors évidemment, l'investisseur, il va avoir beaucoup de mal à évaluer. Est-ce que votre brevet est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? C'est comme partout, ça va du meilleur au pire. Mais le fait d'en avoir un, c'est bien mieux que de ne pas en avoir. Alors, vous avez tenté une aventure, vous avez réussi, vous vous dites « je crée une start-up ». Quelles sont quelques conditions indispensables pour créer une start-up?
D'abord, mon conseil, ne le faites pas seul. Ne le faites pas seul. Plusieurs de mes échecs, j'ai eu des échecs évidemment, étaient dus au fait que je croyais être capable de tout faire. Or, ce n'est pas vrai. Vous avez des compétences dans un domaine scientifique, technique. Vous n'avez pas forcément les compétences dans le domaine commercial, dans le domaine du management. Donc, essayez de former une équipe. C'est compliqué former une équipe. Pourquoi? Parce que c'est pire qu'un mariage. Vous allez lancer une aventure. Déjà, un mariage, même quand vous avez essayé avant, parfois après, ça ne va pas. Ben là, c'est pareil. Sauf que là, il va y avoir entre vous des problèmes éventuellement d'argent. L'argent va polluer la relation. Vous pensez que vous travaillez bien, que l'autre il fait rien. L'autre il pense que c'est lui qui fait tout, vous faites rien. Vous voyez que s'il y a un conflit entre les fondateurs, c'est très gênant. Donc essayez de créer une équipe de gens qui ont envie de construire ensemble. Créer une start-up, c'est construire quelque chose. Essayez de faire ça avec des gens que vous connaissez. Des gens, quand on les connaît, il y a des risques. Quand on ne les connaît pas, ces risques sont encore plus grands. Deuxièmement, acceptez l'échec. Notre enseignement a trop tendance à dire le succès, le succès, le succès. Dans la vie, bien sûr, il y a le succès, mais il y a aussi l'échec. Le seul moyen de ne pas avoir d'échec, c'est de ne rien tenter. Or, la recherche, les gens disent les chercheurs ne sont pas courageux. Ce n'est pas vrai. Par définition, les chercheurs sont courageux puisqu'ils naviguent à la frontière entre le connu et l'inconnu. Donc, ils sont courageux. Ça veut dire, et vous le savez bien, quand vous faites de la recherche, parfois ça échoue. Vous tentez une aventure qui ne réussit pas. Eh bien, une start-up, c'est pareil. Il faut accepter de se lancer. Il faut accepter l'idée que peut-être ça ne marchera pas. Et donc, il ne faut pas considérer que ce sera le drame de votre vie. Il faut savoir, donc je vous disais, prendre des risques et donc décider. Un énorme atout. Parfois, on me demande quelle est notre chance de succès face aux géants qui existent sur le marché. Il y a déjà des entreprises, elles sont grandes. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais du succès alors que eux sont là? Parce que vous êtes réactif, parce que vous avez la capacité de décider. Je vous raconte une anecdote. Il y a quelques années, j'avais créé avec un de mes chercheurs, on avait beaucoup travaillé dans le monde des télécoms, on avait créé une start-up. Et on avait eu l'idée, avant tout le monde Internet allait permettre la connexion avec l'extérieur, la radio allait permettre de communiquer à l'intérieur, et donc on s'était dit, on va créer une base qui permet à l'intérieur de communiquer en radio, à l'extérieur par Internet. À l'époque, vous n'avez pas connu ça, pour les jeunes, ceux qui sont un tout petit peu moins jeunes ont connu, on se composait une interface maison Internet comme une chaîne haute fidélité. Sauf dans une chaîne haute fidélité, vous achetiez l'amplificateur, les haut-parleurs, le tuner, le tourne-disque, etc. Les gens faisaient la même chose pour la connexion Internet. On s'est dit, c'est absurde, c'est réservé aux spécialistes, il faut faire un produit tout intégré dans lequel on aura mis le routeur, le firewall, la base radio, le modem, tout. Et l'utilisateur, il mettra tout ça. Bon. On a créé donc la première base et on croyait beaucoup à un protocole qui était naissant qui s'appelait Bluetooth. Et celui qui était très médiatisé était ce qui s'appelait 802.11, qui s'est appelé Wi-Fi. Tous nos ingénieurs dans la boîte, on avait 22 personnes, disaient aux clients potentiels, il faut prendre Bluetooth, c'est beaucoup mieux que Wi-Fi. Et on ne vendait pas, on ne vendait pas, on ne vendait pas. C'était évident qu'on ne pouvait pas vendre. D'un côté, personne n'avait d'équipement avec Bluetooth, donc pourquoi ils auraient acheté une base Bluetooth? Deuxièmement, il y avait le rouleau compresseur de l'IEEE américaine qui poussait Wi-Fi. Et nous, une micro-start-up française, on allait arrêter ce rouleau compresseur. Avec mon ancien étudiant, qui était mon associé, on a réuni toute l'équipe. On leur a dit, écoutez, on est désolé, depuis un an, vous dites aux clients Wi-Fi, c'est nul. On va développer très vite une base Wi-Fi. Et cette décision, non seulement elle a sauvé l'entreprise,
mais on est devenu le numéro 1 des box en Europe. On a eu France Télécom, British Telecom, Polish Telecom. Chaque pays tombait les uns derrière les autres. Une telle décision était impossible dans une entreprise grosse. Donc vous voyez, les startups ont beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Donc je vous ai donné quelques clés, elles ne sont évidemment pas les seules. Ce que je voudrais vous dire, c'est la recherche et l'application. C'est fantastique, hein, vous découvrez de nouvelles choses, vous créez de nouvelles choses, vous participez à cette immense chaîne de la transmission, vous comprenez par la recherche, vous transmettez avec l'enseignement. Eh bien, je vous conseille d'adhérer à ce système qui est extraordinaire et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos aventures. Merci.